Bonjour à toutes et à tous. Georges Poulangin est l'invité de la rédaction aujourd'hui. Georges Poulangin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avocate, membre du Parti socialiste, vous avez eu plusieurs mandats politiques tout au long de votre carrière. Conseillère municipale du 20e arrondissement de Paris, conseillère Île-de-France, députée, ministre déléguée à la réussite éducative dans les gouvernements de Jean-Marc Ayrault, ministre des Outre-mer dans le gouvernement de Manuel Valls. Aujourd'hui, vous êtes adjointe à la défenseur des droits. Euh, Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui et quel est l'objet de votre nouvelle mission? Alors, vous savez peut-être que la défenseur des droits ou le défenseur des droits du temps de Jacques Toubon, c'est une institution qui a été créée précisément pour permettre aux citoyens ou aux individus en particulier de se défendre contre les excès de l'administration. C'est une institution qui a été créée en 2011 pour pouvoir remplacer d'autres structures préexistantes. Il y avait donc le médiateur que beaucoup de gens connaissent. Il y avait une commission qui s'occupait des droits des enfants, une commission qui s'occupait des problèmes d'excès dans la police, de la déontologie des policiers. Il y avait une structure que moi j'aimais bien, qui s'appelait la HALD, et qui avait comme fonction de lutter contre les discriminations. Et je pense que c'est sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy que l'idée est venue de rassembler tout ça, d'une part pour faire une structure plus importante, et d'autre part, j'imagine, pour faire des économies d'échelle. Donc aujourd'hui, on peut nous saisir dans ces cas particuliers. Et à ce moment-là, le défenseur des droits, quand il est saisi, il fait une enquête sur les faits qui lui sont indiqués. Il peut faire sa propre enquête d'ailleurs, et il se fait une opinion. Et s'il estime qu'effectivement, en l'espèce, il y a eu atteinte aux droits de la personne, soit si la personne est face à l'administration, il fait une sorte de recommandation à l'administration pour dire là, en l'espèce, vous n'avez pas agi correctement, soit s'il s'agit de litiges privés, par exemple pour un enfant ou si ce sont des questions de discrimination, à ce moment-là, il fait une recommandation à la personne qui est mise en cause, voire il peut proposer des solutions de médiation, donc un accord entre la personne qui a fait la faute et la personne qui a été victime, de manière à ce que la personne qui est en tort puisse accepter amiablement d'indemniser la victime. Dans la plupart des cas, c'est ce que nous essayons de faire. Et y a, quand on n'y arrive pas, à ce moment-là, on peut aller au bout et donc soutenir la victime devant un tribunal. Quelle est la différence avec les médiateurs de la République qui existent quand même dans plusieurs départements ou régions? Alors, normalement, en France, il devrait y avoir, il y avait en tout cas avant, un médiateur de la République, bon, qui était pendant longtemps, je pense, avant Jacques Toubon, il y a eu Bernard Stasi, euh, Exact. et il y a eu même Dominique Baudis, qui, comme vous le souvenez, qui a été aussi un des prédécesseurs de Jacques Toubon. Il y a eu enfin, un certain nombre de gens. Bon. Mais c'est vrai qu'avant, c'était un médiateur. Aujourd'hui, on a plus de pouvoir. Quand vous voyez des gens qui sont sur le terrain et qui sont des médiateurs, eh bien, ce sont des médiateurs soit d'une administration, soit ce sont des représentants du médiateur. Mais normalement, il ne devrait y avoir qu'un médiateur de la République. Enfin, il devrait y avoir qu'un médiateur de la République. Et aujourd'hui, il y a une défenseur des droits. Mais cette défenseur des droits, elle a des délégués un peu partout sur le territoire qui donc sont parfois appelés défenseurs des droits, mais qui sont des délégués de la défenseur des droits. Et quels sont les pouvoirs réels de la défenseur des droits dans le débat politique, social, économique actuel ou sociétal? Alors, il faut savoir déjà que c'est surtout un peu un ministère moral, si je puis dire. La défenseure a la possibilité d'avoir des opinions. Et sur ces opinions, elle peut, en quelque sorte, faire des rappels à l'ordre à quelqu'un qui s'est mal comporté. Mais alors, on a aussi la possibilité de proposer des transactions. Et la transaction, ça peut consister à indemniser la personne qui a été victime. Donc, ce n'est pas la même autorité qu'un jugement, puisque c'est surtout une autorité morale, mais dans la plupart des cas, on arrive quand même à dégager des solutions amiables. Il faut savoir aussi que cette institution est un peu le conseil
des responsables, puisque soit euh, elle donne son avis au Conseil d'État ou Conseil constitutionnel sur un certain nombre de choses qui lui semblent pas normales, mais on peut aussi donner un avis aux parlementaires sur les lois qui sont à l'étude. Et là, si par exemple il y a un projet de loi ou une proposition de loi qui est discutée à l'Assemblée ou au Sénat, eh bien, la défenseure, elle fait un avis pour pouvoir attirer l'attention des parlementaires sur tel ou tel point de la loi qui, pour elle, pose problème à l'égard des droits des personnes. La défenseure peut-elle se saisir elle-même ou c'est sur demande? Oui, tout à fait. La défenseure, en principe, nous sommes saisis par un particulier qui estime que ses droits ont été lésés, mais il peut y avoir, on peut être saisi aussi par une association qui intervient au nom de quelqu'un. Après, pour instruire, on demandera que la personne concernée ait donné son accord, mais on peut être alerté par beaucoup de gens. Mais si vous voulez, quand il y a quelque chose, par exemple, dont on a parlé dans la presse et qui nous semble poser un problème de principe important, à ce moment-là, on peut tout à fait se saisir d'office. Par exemple, ça est arrivé quand il y a eu des violences policières dont on a parlé dans la presse. À ce moment-là, nous, on peut se saisir d'office. Et je voulais noter aussi qu'il arrive qu'on soit alerté par une association ou voire même par des magistrats. On a été alerté par des magistrats sur la situation de la protection de l'enfance dans un certain nombre de départements. Et dans ce cas-là, comme le magistrat n'a pas la possibilité de déclencher l'action du défenseur des droits, eh bien, si l'alerte nous semble importante, à ce moment-là, nous pouvons nous-mêmes nous saisir d'office pour pouvoir lancer une enquête. Je l'ai dit, Georges Paul-Langevin, en vous présentant au début, vous avez été membre du Parti socialiste, socialiste un jour, socialiste toujours. Est-ce que vous vous reconnaissez aujourd'hui dans le PS d'aujourd'hui qui fait alliance avec la NUPES? Alors, le problème, c'est que justement, pour pouvoir devenir adjointe à la défenseur des droits, j'ai dû, puisque ça suppose quand même beaucoup d'indépendance à l'égard de tout le monde, on est obligé de ne plus faire de politique. Donc, j'ai Vous dû n'avez plus de carte au Parti socialiste. Ah, ça, c'est une affaire privée. Mais je n'ai plus d'expression politique. Et c'est vrai qu'en quelque part, finalement, je vous dirais que ça me déplaît pas trop, parce que sans doute, moi, depuis 75, je suis au Parti socialiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, vu l'évolution des choses, ça me manque pas trop. D'accord. Alors, on va revenir sur quelques prises de position que vous avez eues, notamment lorsque vous étiez ministre des Outre-mer. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'opération Déposer les armes a eu un vif succès en Outre-mer, comme vous le disiez quand vous étiez ministre, justement, la violence dans ces territoires est plus que jamais à son paroxysme? Alors, l'opération Déposer les armes est une opération qui était assez récurrente dans les Outre-mer. Et encore au moment où moi j'y ai participé, eh bien, on avait presque l'impression que les gens ramenaient aux autorités et notamment aux gendarmeries des armes qui étaient dans la famille. Par exemple, mon grand-père avait un fusil, je ne l'utilise plus, et je me dis, c'est pas la peine de laisser ça traîner, un enfant va se blesser. Et donc, on ramène ça. Donc, on avait souvent de vieilles armes. Alors qu'aujourd'hui, le problème est que non seulement euh, les gens ne ramènent pas que de vieilles armes, mais surtout, le nombre d'armes en circulation s'est beaucoup développé. Et ce qui est un petit peu inquiétant dans nos pays, si on entend les élus actuels, c'est que le nombre d'armes en circulation a plutôt augmenté et on a l'impression que le niveau de violence a aussi pas mal augmenté en même temps que le développement d'un certain nombre de trafics, dont le trafic notamment de drogue. Donc, je dirais qu'il faut continuer à lutter contre le développement des armes, mais pratiquement aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas Monsieur Tout le Monde simplement qui en a, ce sont quand même des gens extrêmement avertis et j'allais presque dire endurcis, qui aujourd'hui ont des armes et des armes souvent extrêmement performantes. Surtout qu'on peut les avoir également sur le web, sur Internet. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai on est des sociétés, quand on prend le rythme de développement des homicides, que ce soit règlement de compte, que ce soit ce qui est plus embêtant à l'égard des femmes, eh bien, il y a quand même aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences qui circulent.
La montée de la violence en Outre-mer vous inquiète? Oui, oui, parce que parfois, quand on regarde les chiffres et qu'on se dit il y a tant de gens en dessous du seuil de pauvreté, il y a tant de jeunes sans solution qui ont quitté l'école et qui ne sont ni en emploi ni en formation, tant de 65% de choses, la ouais, voilà, tant de sans chômage. formation. Ouais. On se dit peu de perspectives. On se dit mais comment les gens arrivent à endurer tout ça? Et en définitive, finalement, de temps en temps, quand il y a une explosion, on comprend que effectivement, on est toujours sur des sociétés qui sont vraiment au bord du gouffre parfois. La chlordécone. 8 ans d'archives n'ont pas pu être jointes au dossier judiciaire qui s'est traduit par un non-lieu en janvier 2023. Est-ce que vous comprenez cette décision de justice, Georges Boulangevin? Alors, bien évidemment, comme beaucoup de décisions de justice, surtout dans un dossier aussi sensible, elle a suscité de l'incompréhension et surtout de l'amertume pour les gens qui ont lancé les procédures et qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas été pris en compte. Moi, je dirais que malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde s'est réveillé un petit peu tard, quoi. Parce que c'est quand même une affaire qui est assez ancienne et pratiquement, il a fallu la commission d'enquête qui a été menée par Serge Letchimy avec beaucoup d'énergie et qui a fait un travail très approfondi pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants de tout ça. Et que surtout, on voit que beaucoup de gens étaient informés et ont laissé faire, ont laissé perdurer une situation qui était dangereuse pour la santé individuelle. Mais j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, finalement, il y a des zones d'ombre, bien entendu, mais Les zones d'ombre dont vous parlez, c'était des élus aussi qui ont accepté ben de voilà, se parce que je coucher, veux dire, parce tout le que monde, ça a été, la chlordécone a été quand même interdite aux États-Unis, même la France l'a interdite, et selon certaines enquêtes, certains experts, il y a eu ça a permis un écoulement notamment en Martinique et en Guadeloupe, avec justement la connivence et l'autorisation de certains élus. je pense surtout que ça fait partie des choses dont personne ne s'en est vraiment occupé. Et si on regarde les chiffres, on se dit, normalement, la chlordécone a été interdite, par exemple, en 90 en Hexagone et en 93 en Outre-mer. Donc, le delta n'est pas considérable pour les choses officielles. Le problème, c'est que c'est tout ce c'est qu'on a traîné en bas-feuille, comme on dit aux Antilles, Tout à et fait. où les uns et les autres continuaient à utiliser en se disant c'est très bon, c'est mieux, etc. Et puis de toutes les manières, dans l'Hexagone, il ne doit pas y avoir énormément de bananiers. Donc je pense que c'était sans doute beaucoup moins utilisé que dans les Antilles. Mais après, j'ai parfois l'impression qu'une fois qu'on a dit chlordécone, eh bien tout est attribué à la chlordécone. Et par exemple, il y a sans doute eu une augmentation des cancers de la prostate à cause de la chlordécone, mais tous les cancers de la prostate ne sont pas dus à la chlordécone, et ainsi de suite. On nous a dit aussi que ça avait empoisonné les eaux, je suis d'accord, mais par exemple pour la Guadeloupe, je ne comprends pas pourquoi les eaux sur la Grande Terre seraient empoisonnées par la chlordécone qui est sur la basse terre. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas approfondies. On dit aussi beaucoup qu'il y a 80% des Antillais qui sont contaminés avec la chlordécone, sauf qu'on nous dit parallèlement qu'il y a peu de gens qui ont fait le test. Donc, je trouve qu'il y a des informations qui sont assez contradictoires. Il y a un petit peu des rumeurs aujourd'hui. Ce qui me semble juste, c'est que le fait que les gens aient eu l'impression que l'État a donné le feu vert aux élus et aux grands planteurs pour les empoisonner, c'est quelque chose qui fait qu'ils n'ont plus confiance dans la parole des élus et dans la parole de l'État. Mais je crois aussi que je suis étonnée de constater que finalement, il n'y a pas eu vraiment de recherche sur les vraies responsabilités. Quand on Et regarde, tout le monde est quand très on fâché regarde, contre. quand on regarde, contre effectivement, je suis allé effectivement en Martinique, notamment récemment, quand on voit comment s'alimentent nos Martiniquais ou nos Guadeloupéens dans les supermarchés, ils n'achètent pas forcément, tout le monde ne va pas chercher de la banane jaune ou du fruit à pain sur
sur un marché. Maintenant, tout le monde ne va pas acheter du poisson chez le Non. marin pêcheur. Donc c'est vrai que on a ce doute en se disant, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi contaminé? Parce que quand on regarde bien le profil de consommation de ces îles, ils sont plutôt dans une consommation import, à savoir, ils vont acheter des choses qui viennent plutôt de l'étranger ou de l'Hexagone Ouais. que de ce qui est produit chez eux. D'ailleurs, quand on voit le profil de certain nombre de jeunes, ou de jeunes femmes ou de jeunes hommes, eh bien, je pense que le problème majeur aujourd'hui, c'est plutôt la malbouffe et le fait de manger trop de pizza ou des choses qui ne sont pas du tout adaptées et qui sont industrielles, plutôt que de manger des légumes au chlordécone. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter avec vous. Autre plaire, Martinique, Guadeloupe et Guyane, les sargasses qui envahissent les plages, un cauchemar pour ces populations. L'État et les acteurs locaux tentent de mieux coordonner leurs actions, hein. On le voit un petit peu au quotidien. Certaines communes installent des barrages déviants et expérimentent la collecte qu'ils appellent en proche côtier. Votre avis sur la question, que faut-il faire pour venir à bout de ces algues malodorantes? Moi, ce qui m'a frappé quand j'étais aux responsabilités, c'est que les regards des élus et des citoyens étaient tous tournés vers la métropole. Et tout le monde disait, oui, si ça avait été la Bretagne, on aurait déjà trouvé une solution, etc. Alors que les sargasses, c'est quand même un problème qui est dans la Caraïbe. Et il aurait fallu, me semble-t-il, d'abord voir avec les autres îles de la Caraïbe, voire même avec les États-Unis, comment ils s'y prenaient pour pouvoir aborder ce problème. Alors que nous, c'est toujours, vous savez, on est département, donc c'est la France qui doit régler les questions. C'est vraiment les sargasses, c'est un défi pour nous. Mais je pense que surtout, c'est la preuve absolue qu'aujourd'hui, il y a les problèmes nationaux, de souveraineté, que vous voulez, mais les grands défis écologiques sont des défis qui sont internationaux. Et par conséquent, si on veut régler, ou si, en tout cas si on veut affronter, me semble-t-il, d'une manière sérieuse la question des sargasses, il faut le faire à un niveau international avec les autres pays de la Caraïbe. Parce qu'on nous dit parfois que les sargasses, ça vient de la déforestation au Brésil, qui envoie beaucoup d'engrais dans la mer. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas une conférence et des décisions prises à l'échelon de la Caraïbe et de l'Amérique latine, on pourra toujours râler contre la France, ça ne va pas régler le problème. Et on voit bien que la solidarité aujourd'hui, les solidarités à mettre sur pied, ce sont plus simplement des solidarités nationales, c'est des solidarités internationales. Et pour tout ce qui concerne le dérèglement climatique, je pense que c'est un des premiers exemples où on voit bien que pour le dérèglement climatique, il faut qu'on travaille à un niveau international et sinon, on ne va pas y arriver. Et aujourd'hui, c'est bien de mettre des barrages parce qu'il le faut, etc. Mais je dois dire aussi que c'est bien qu'il y ait eu cette recentralisation de manière à ce que tous les acteurs puissent se parler et travailler ensemble. Mais encore faut-il maintenant que les choses fonctionnent. Et j'ai un peu le sentiment que la démarche est bonne, mais il faudrait peut-être un peu accélérer pour que les gens puissent voir un petit peu une évolution de la situation. Alors, évoquons maintenant cette question qui est récurrente, hein, une question économique liée à la vie chère, bien sûr, une question chronique du décalage économique entre la métropole et l'outre-mer. Question de nombreuses statistiques ont mis en exergue, mais aucune action politique n'a réussi à résoudre, Georges Boulangevin. La vie chère en outre-mer, c'est une question conjoncturelle ou structurelle selon vous, ou les deux? Il y a les deux, il y a les deux, forcément. À partir du moment où on achète des produits qui sont faits ou payés, enfin, construits ou élaborés en métropole et qu'on les importe, ça rajoute obligatoirement le coût du trajet. Et je crois que pendant très très longtemps, on nous a expliqué que ça coûtait moins cher de vendre de la salade qui était produite dans l'Hexagone que de la faire pousser sur place. Ce qui est quand même aujourd'hui, grâce précisément aux préoccupations écologiques, on se dit qu'il n'est pas très évident ou très intelligent de faire faire à des marchandises le tour de la planète pour pouvoir venir nous nourrir. Donc, j'espère qu'on sera davantage intéressé au fait de relocaliser
un certain nombre de productions, notamment de productions maraîchères. Mais force est de constater que ça encore, c'est assez long pour que les choses puissent bouger. Ce sont quand même des îles qui ont eu l'habitude d'être des économies de plantation. Et par conséquent, que chacun avait son petit jardin créole où il faisait ses légumes, mais arriver à refaire de la culture vivrière d'une manière systématique, manifestement, on a du mal. Mais pour lutter contre la vie chère, il me semble qu'il faudrait avoir une démarche qui soit une démarche concertée. Or, il y avait eu une démarche concertée que nous avions mise sur pied, qui était dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle, qui disait, eh bien, on va essayer de comparer la situation dans les Outre-mer et dans l'Hexagone, et de manière à instaurer des correctifs automatiques ou réguliers. Bon. Et ça, et ce qui était intéressant aussi dans cette démarche, c'est qu'on Défenseur disait, des on ne va droits. pas refaire simplement comme des contrats de plan avec telle ou telle infrastructure qui semble un beau pont, une maison de la culture, etc., qui sont importantes. On va essayer de se demander qu'est-ce qui améliore vraiment la vie des gens. Puisque Chers collègues, vous avez même la si vous parole. avez une magnifique infrastructure, un truc moderne, est-ce que véritablement l'indice finalement de développement humain sera amélioré? Et c'était ça la démarche de la loi égalité réelle. Et je suis un petit peu triste. Et alors, c'était une loi sur laquelle tout le monde s'était mis d'accord. C'était Victorin Lurel qui l'avait beaucoup poussé Votre et qui avait prédécesseur, été d'ailleurs au ministère de mon l'Outre-mer. prédécesseur, qui avait été le rapporteur, mais c'est une loi sur laquelle on était arrivé sur une unanimité. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en définitive, on a bien fait des contrats de convergence à l'issue de cette loi, mais on est revenu sur Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes des chers collègues, fonctionnements, des modes de le fonctionnement droit à la qui sont des modes de sécurité, fonctionnement à la finalement assez tranquillité classiques. est On fait des fondamental pour nos équipements, on fait concitoyens des en cette choses, période et troublée. on n'est pas Et elle est totalement sur cette importante idée pour toute qu'il la faut société. compenser. Donc la vie chère, oui. Si on dit qu'il faut qu'on mange tous comme à Paris, qu'on ait tous des cornflakes le matin et que nos enfants mangent aussi les mêmes biscuits qu'à Paris, forcément. Mais il me semble Est-ce que que on n'a n'avez-vous pas pas résolu. l'impression, mais n'avez-vous pas l'impression, Georges Paul-Langevin, que dans l'importation de produits en provenance de l'Hexagone ou d'ailleurs, certains quand même se sucrent un peu quand même. Eh bien oui, mais alors, mais justement, on revient à notre débat précédent. C'est que plus on nous explique qu'il ne faut pas manger des légumes qui sont faits localement parce qu'ils sont chlordéconés, il ne faut pas manger des poissons qui sont pêchés localement parce qu'il peut y avoir du chlordécone, ça profite à qui? Mais ça profite à tous ceux qui font de l'importation. Et aujourd'hui, je me dis qu'avec les meilleures intentions du monde, on est en train de renforcer le système d'importation sur lequel il bâtit le modèle économique aux Antilles. Et malheureusement, je ne vois pas trop aujourd'hui comment on va arriver pour lutter contre la vie chère. Qu'est-ce qu'on propose? Il y avait les primes allouées aux fonctionnaires. Et maintenant, on propose que de plus en plus de professions, les fonctionnaires territoriaux, etc., aient cette prime. OK, pourquoi pas? Le problème est que on Il y va a des pas paniers aussi, régler. il y a des paniers d'ailleurs. Il y a Voilà. un ministre qui est arrivé. Alors, c'est vrai, on ne va pas régler la vie chère, effectivement, en augmentant simplement, en donnant les primes de vie chère, mais c'est vrai qu'il y avait cet autre aspect de la loi qui était extrêmement important, qui était le bouclier qualité-prix. Bon. Et je pense qu'effectivement, définir un panier de produits classiques sur lesquels on peut trouver il y a des accords pour que ces produits-là n'augmentent pas trop, parce que ça, c'est une démarche qui me semble raisonnable. D'ailleurs, quand il y a eu aujourd'hui le développement de l'inflation dans l'Hexagone, eh bien, c'est vers une démarche de cette nature que spontanément les gens ont voulu aller. C'est-à-dire de dire, on va mettre des paniers pour type sur lesquels il va y avoir à chaque fois un prix qui serait, on peut vous dire, un prix d'appel. Mais qu'est-ce que je lis dans les réflexions de nos responsables syndicaux? On dit c'est une arnaque. Bon, d'accord, mais il me semble que pourquoi c'est une arnaque aux Antilles si ailleurs ça peut sembler être une des réponses possibles au prix de la vie chère. Si vous voulez, aujourd'hui aux Antilles, les seuls qui vont très bien, finalement, ce sont les importateurs. Alors justement, Georges Paul-Langevin, lors de nombreux conflits sociaux qui résultent justement
de ces revendications de rééquilibrage entre l'outre-mer et l'Hexagone, la question du statut est souvent mise en avant. Certains élus politiques réclament même plus d'autonomie. Autonomie, indépendance, la frontière est très mince. Est-ce qu'il y aurait un pas à franchir, et, selon vous? Bon, très franchement, moi j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui soucie le plus les citoyens. Je vois beaucoup de gens préoccupés par un certain nombre de sujets, notamment le meilleur fonctionnement des services publics, puisque nous avons fait un travail sur ça. Les gens veulent être pris en compte, les gens s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, mais il faudrait que nous arrivions à voir si une compétence, une fois qu'elle est exercée par les élus locaux, donc en proximité, est exercée de manière plus efficace. Bon. Moi, j'ai été, durant toute ma vie quasiment, euh, quelqu'un qui souhaitait qu'on donne plus de pouvoir aux élus. Mais force est de Aux élus locaux, en constater, Martinique, aux élus en locaux, oui, Guadeloupe, ouais. et force est de constater que ça n'est, c'est pas sûr que ça ait changé fondamentalement la vie des gens. Bien sûr, pour notre image, quand on voit qu'à la télévision, finalement, le président de la collectivité, Letchimy, Lurel, tout ça étaient des gens qui avaient de l'énergie, qui faisaient des choses, on se sentait flatté. Bon. Mais il y a quand même des sujets sur lesquels on a donné des compétences aux élus, et je me demande si on leur a donné, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de les exercer correctement. Par exemple, pour l'eau, je ne suis pas persuadée que le fait que les élus aient été en charge cette compétence-là ait été une bonne chose. Parce que, surtout sur des compétences qui sont des compétences communales, c'est trop petit. Et par conséquent, on a bien vu que pour pouvoir refaire les réseaux, mais finalement, les compagnies concessionnaires ont fait ce qu'elles voulaient et justement n'ont pas fait ce qu'il fallait parce que la commune à côté n'a pas le poids nécessaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence un petit peu à revenir parce que il commence à y avoir une structuration qui se fait où, face aux grands opérateurs de l'eau, il y a quelqu'un qui aura plus de points. Bon. Sur les compétences en matière même économique, je ne suis pas sûre que nos élus locaux aient le poids nécessaire face aux grands opérateurs économiques qu'il y a dans les Antilles. Je vois même que pour ce qui concerne les rapports avec sur les fonds européens, aujourd'hui, ce sont les élus locaux qui discutent avec les fonds européens et j'ai le sentiment que quand même c'est un peu ardu. Donc, il faudrait sans doute, oui, si on leur donnait plus de pouvoir, peut-être que dans un certain nombre de cas, ça irait mieux. Mais aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire, exerçons déjà bien les compétences qui sont dévolues aujourd'hui aux élus. Si vous prenez la compétence économique, c'est considérable. Et exerçons-les bien avant de vouloir faire autre chose. Parce que je ne crois pas que ce soit vraiment ce qui soucie aujourd'hui les. On a vu la Martinique, on a rassemblé les deux assemblées. Et puis, finalement, on n'a pas eu l'impression que ça ait changé la face des choses. Ça a donné La quoi? Guyane, voilà. Mhm. La Guyane, on a pareil, on a rassemblé les deux assemblées. Et pour l'instant, ils sont toujours face à des montagnes de problèmes à résoudre. Et par conséquent, je me dis, pourquoi Souvent, pas, hein, moi, j'ai rien contre. avec le même nombre d'employés, hein, qui sont Ouais, répartis. ouais. Donc, très franchement, j'ai pas le sentiment que ça soit ça qui va changer la face des choses. Et par exemple, répondre aux grands défis tels que, comment faire pour que les jeunes reviennent au pays et trouvent un travail au pays. Mais la CTM en Martinique a trouvé une solution, hein. La CTM s'est lancée, je trouve que c'est bien. 2000, C'est bien. revenez pour 2000, 3000 euros, faites des bébés et on va repeupler la Martinique. Oui, mais si vous voulez, jusque-là, C'est c'était un un peu sujet réducteur quand qu'on même. aborde. Oui, mais c'était un sujet qu'on n'abordait pas. Donc là, ils ont déjà réalisé qu'il y avait un problème et commencé à prendre des mesures. Donc, mais il faut qu'aujourd'hui, on se préoccupe des vrais sujets et peut-être pas de savoir si qui du préfet ou du président va discuter avec l'Europe. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai sujet, le drapeau martiniquais? Il y a une grosse controverse en Martinique, et surtout qu'on voit que c'est un drapeau rouge, vert, noir, comme vous avez dû effectivement aller en Martinique et voir ce drapeau dans certains ronds-points du sud de la Martinique qui rappellent, mais bon, c'est le drapeau du MIM, le mouvement indépendantiste martiniquais.
Mais bon, est-ce que vous trouvez que c'est un sujet? J'ai l'impression que c'est pas l'essentiel. Ceci dit, je suis consciente que l'homme ne vit pas que de pain, donc ils ont peut-être pas besoin de symboles. Mais et puis moi, comme j'ai fait quand même tous les outre-mer, je suis allée beaucoup en Polynésie et même en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai qu'en Polynésie, vous avez toujours, quand vous allez dans un village, vous avez toujours le drapeau français qui flotte à côté du drapeau polynésien. Et on chante la Marseillaise et après l'hymne polynésien. Ça gêne personne. Donc je me dis pourquoi pas. Mais il est clair que c'est pas ça qui va changer la face des choses. Tout à fait. Alors, évoquons Mayotte, après les récents événements qui ont marqué et secoué ce 101e département français. Comment l'avez-vous vécu et perçu? Alors nous, en tant que défenseurs des droits, on a été extrêmement attentifs à ce qui allait se passer parce que, bien évidemment, il nous semble que l'opération se déroule sous fond d'antagonisme exacerbé entre les Mahorais et leurs anciens compatriotes des Comores. Et c'est vrai que même si quelqu'un est étranger, il a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont attachés au fait qu'il est un homme. Et par conséquent, pour les Comoriens qui vivent en situation irrégulière à Mayotte, nous, on dit, on ne peut pas simplement les prendre par le cou et les remettre dans le bateau. Bon, on peut évacuer des bidonvilles, mais la loi française prévoit que quand on évacue un bidonville, il faut proposer un relogement. Et par conséquent, étant donné qu'il y a des bidonvilles immenses, parce que personne ne sait où se loger, n'a pas l'argent pour se loger, etc., si on évacue un bidonville, mais qu'on n'a pas la possibilité de reloger les gens, c'est comme si on n'avait rien fait, ou en tout cas, ça consiste à porter atteinte au droit de la personne d'avoir un toit. Bon. Par ailleurs, même si un étranger est en situation irrégulière, eh bien, pour le renvoyer dans son pays, il y a des procédures à suivre. Et c'est pour ça que nous avions envoyé une délégation du défenseur des droits à Mayotte pour pouvoir s'assurer que les procédures à respecter l'étaient. Et vous avez vu que tout ça, finalement, a fait un peu, pas chou blanc, mais enfin bon, les promoteurs se sont rendus compte que c'est pas si simple. Parce que si vous voulez, que ce soit, que, mais si c'est un enfant qui est étranger, eh bien, on ne peut pas l'arracher à son foyer et à son école et le mettre dans un bateau. Bon. Donc, aujourd'hui, on voit bien que les choses continuent, mais ce n'est plus du tout la grande opération de nettoyage que les gens avaient imaginé. Ceci dit, je crois aussi qu'il faut être attentif à ce qu'expriment les Mahorais. Et on ne peut pas ne pas tenir compte de ce qu'il y a depuis toujours une histoire assez compliquée entre Mayotte et les autres îles. Mais Si ça fait vous, longtemps. D'ailleurs, jusque vous étiez ministre des Outre-mer et vous disiez à l'époque, justement, euh, vous parliez effectivement, vous appeliez à la patience, Georges Poulangevin. Est-ce que vous c'est-à-dire qu'il faut, regrettez aujourd'hui cet appel? Est-ce que trop c'est trop aujourd'hui? Parce que bon, bah, euh, on voit une c'est-à-dire, montée. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que beaucoup de Mahorais sont exaspérés, mais en quelque part, c'est un petit peu la rançon de ce que eux-mêmes dans leur île ont fait beaucoup de progrès. Et forcément, dans un environnement où les gouvernants ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir prendre en compte les besoins de leur peuple, eux, ils ont l'air d'être des privilégiés, ce qui est quand même paradoxal parce que c'est quand même une île où il y a encore beaucoup de ouais. pauvreté. Mais je pense que les dirigeants ou même les personnes qui critiquent beaucoup actuellement ce que c'est fait à Mayotte devraient reprendre un petit peu justement le contentieux historique qui fait que quand Mayotte est quand même la première île qui a demandé à la France de venir, et elle avait demandé à la France de venir pour la défendre contre les sultans batailleurs des autres îles, puisqu'ils considéraient que c'était ces sultans qui les traitaient comme des esclaves. Donc ensuite, quand les autres sont devenus français aussi, etc. Bon. Et quand les autres sont repartis, les Maoris ont dit pas nous. Bon. Mais, et là, finalement, 30 ans après, ils voient que ceux qui avaient voulu partir arrivent massivement chez eux. Donc, il y a quand même une espèce de balbutiement de l'histoire ou d'illogisme. Enfin, c'est pas très logique ce qui se passe, puisque vous avez des gens qui ont voulu partir, et en définitive, comme les autres sont restés, ils reviennent chez eux. Donc, il faut qu'on prenne en compte la complexité de l'histoire,
si on veut essayer d'avancer. Et je dois dire que Mayotte me semble un des endroits au monde où ce sera le plus difficile de trouver des solutions parce que plus on va développer Mayotte, justement dans l'objectif d'égalité avec les autres DOM, plus elle sera attractive pour ses voisins. Et par Ça veut moments, dire quoi? on se dit, Il faut pas développer Mayotte alors? eh bien voilà, mais c'est ça la difficulté. C'est que, évidemment, comme Mayotte est française, on va développer Mayotte, mais et essayer d'avoir l'égalité, mais elle sera de plus en plus attractive pour les voisins. Et par conséquent, la seule solution aurait été d'avoir une sorte d'accord avec les îles voisines pour qu'on puisse aussi les faire bénéficier de la coopération. Le problème qu'on a, c'est que des gouvernants qui ne sont pas, à mon avis, tout à fait à la hauteur des attentes de leur peuple, eh bien pour eux, ils n'ont pas envie de faire un accord avec la France parce que pour eux, c'est l'explication commode. Quand les gens dans leur pays leur disent que des choses ne vont pas, ils vous disent c'est la faute de la France. Et par conséquent, la rhétorique de dénoncer la France, que ce soit en interne ou devant les instances internationales, c'est pour eux quelque chose qui est relativement commode. Et je pense que nous sommes à peu près dans une impasse aujourd'hui, d'autant que une fois que les Anjouanais, ils sont très proches, une fois que les Anjouanais notamment sont à Mayotte, eh bien souvent ils se fondent dans la masse. Vous allez à la préfecture de Mayotte, vous avez les gens qui sont derrière le guichet, les gens qui sont devant le guichet, ils sont, vous voyez bien que c'est très proche, ils sont habillés pareil, et ceux qui sont derrière le guichet vous disent on est envahi par des étrangers. Il y a une proximité culturelle évidente, historique, et donc tout ça fait quelque chose, à mon avis, c'est aussi insoluble que le problème de la Nouvelle-Calédonie. Alors, une réalité à Peut-être plus. Mayotte, Georges Paul-Langevin, qui Oui. pointe la question de l'immigration sur tout le territoire national. Faut-il réformer le droit d'asile comme le demandent certains politiques, notamment Marine Le Pen, Éric Zemmour, suite au tragique événement d'Annecy, où des enfants ont été sauvagement agressés dans un parc pour enfants? Alors, ce qui est Faut-il vrai, réformer le droit d'asile? non, moi je pense que c'est mal posé le problème. Ou revenir à la Parce que définition stricto sensu du droit d'asile? c'est mal posé le problème, puisque si vous voulez, le droit d'asile, c'est pas quelque chose qui est interne, c'est pas une définition interne. L'asile, ça dépend de conventions internationales. Et par conséquent, la France toute seule ne va pas redéfinir ce qu'est le droit d'asile. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a beaucoup bloqué les possibilités de venir pour des migrants économiques, un certain nombre de gens utilisent la demande d'asile. Mais je pense que c'est même pas ça qui répond au problème que nous posent un certain nombre de gens qui ont demandé l'asile et qui sont complètement perturbés. En fait, c'est ça la difficulté. Ce Syrien, vous avez des gens qui passent des années dans un pays en guerre, qui vivent des choses très difficiles, qui voient des gens s'entretuer en permanence. Ce n'est pas parce qu'ils ont franchi la frontière que tout va redevenir bien dans leur tête. Par conséquent, lorsque les gens demandent l'asile, eh bien, il faudrait aussi qu'ils y aient un accompagnement psychologique pour leur permettre de digérer un certain nombre d'épreuves difficiles qu'ils ont vécues. Il ne suffit pas de se dire, à partir de maintenant, vous allez être dans un pays calme, tout va aller bien. Non, on a cette difficulté-là aussi pour tous ceux qui sont partis ou les enfants qui ont grandi en Syrie, par exemple, dans des pays où il y a le djihad. Un enfant qui a vécu dans des situations extrêmement difficiles comme celle-là, un enfant qui a grandi sous la tente, dans les privations, dans les mauvais traitements, qui a vu des gens se faire égorger, son père peut-être être tué. Vous me direz pas qu'il suffira de le ramener et que tout va aller bien pour lui. Ce sont des enfants qui vont revenir Ah, je pense perturbés. on est Donc, tous d'accord là-dessus. Donc, le droit d'asile, parce qu'on voit effectivement qu'il y a une majorité de ceux qui demandent le droit d'asile qui, au niveau psychiatrique, bah souhaitent oui, c'est ça. effectivement un suivi. Mais en même temps, il y en a pas mal qui, justement, détournent le droit d'asile alors qu'ils ne sont pas du tout dans les caractéristiques et dans les normes. Eh ben, j'ai l'impression enfin, j'ai presque tendance à penser que finalement, ceux qui, effectivement, ne viennent pas de pays en guerre, ils n'ont pas connu des atrocités, peut-être qu'ils sont moins perturbés, et donc moins dangereux pour leur entourage que ceux qui, effectivement, viennent de Et pourtant, pays en c'est une guerre. majorité. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, là, vous avez peut-être des petits malins qui détournent le droit d'asile. Mais d'une part, vous avez quand même des examens qui sont très sérieux. Enfin, l'OFPRA est quand même une structure. Elle donne pas, elle distribue pas l'asile comme ça, hein. Bon. Et si vous prenez un exemple que nous connaissons mieux dans nos pays,
Bon, Oui. vous avez beaucoup de gens qui arrivent d'Haïti, bon, qui viennent de pays où tout est éclaté, J'allais vous où poser la la question, justement. violence est partout. On peut se faire enlever à n'importe quel coin de rue. Vous ne me direz pas que ces gens-là, même s'ils viennent principalement pour des motifs économiques, ne sont pas eux aussi un peu perturbés par ce qu'ils ont connu comme chaos politique dans leur pays. Donc, la frontière n'est pas aussi claire que ce que voudraient nous dire ces gens-là. D'ailleurs, je pense pour ma part que M. Zemmour est sans doute lui-même un peu mal dans sa peau. Parce que de le voir être le porte-parole des Gaulois, alors qu'il ne ressemble pas à un Gaulois et ne vient pas de Gaulle, c'est quand même un exemple de personne qui a un problème psychologique. Alors, est-ce que vous en appelez quand même, restons sur la question de l'immigration, à un référendum sur cette thématique-là? C'est le souhait d'ailleurs des LR par la voix d'Éric Ciotti. Un référendum sur la question de l'immigration, sachant qu'il y a une majorité de Français qui souhaitent justement un référendum et d'ailleurs qui sont pour une immigration, alors je ne sais pas comment on peut le qualifier ça, mais en tout cas régulée. Mais on serait d'accord sur une immigration régulée. Mais il faut bien se dire aussi que l'immigration, il y a deux choses. Il y a le fait que vous avez un pays qui est attractif, donc qui fonctionne économiquement, et le fait que vous ayez des emplois que les gens ne veulent plus faire. Moi, je circule beaucoup dans Paris, et notamment beaucoup en voiture. La plupart des En gens, voiture, pas à bicyclette, j'ai pas jamais à su vélo. faire la bicyclette. À mon âge, vous savez, si je devais aller à bicyclette, il y a longtemps que je serais resté chez moi. Bon. Mais c'est très frappant. La plupart des gens qui sortent des véhicules utilitaires, c'est même plus des Maghrébins, c'est des Africains. Hmm. Donc, ça signifie que tous ces métiers-là, eh bien, on les confie à des gens qui viennent d'ailleurs parce que les Français veulent plus le faire. Et ce matin, j'entendais, ils ont fait un documentaire sur quelqu'un qui est arrivé et qui est plongeur dans un grand restaurant et qui est heureux comme vraiment qui est heureux de son sort, etc. Mais dites-moi, dans combien de restaurants vous avez encore des plongeurs? Dans combien de maisons vous avez des nounous qui sont des nounous qui viennent de Bretagne comme Bécassine? Ça D'ailleurs, quand on n'existe pas. sort, ayant été présentateur à la chaîne parlementaire à l'Assemblée nationale, et je travaillais très très tôt, très très tard, quand on voit le personnel Les dames qui arrivent qui le se... matin. Voilà, ben voilà. Donc, si vous voulez, une fois que ces gens-là sont venus travailler, vous n'allez pas les mettre dans un tonneau. Il faut aussi les loger, leur permettre d'avoir des enfants, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, la situation est telle qu'on peut toujours crier qu'on ne veut pas d'immigration. Tant que les enfants qui ont bac+5 n'accepteront pas de faire la plonge dans les restaurants, eh bien, on aura de l'immigration, c'est tout. La France est bonnet d'âne, Georges Coulangevin, en Oui. matière scolaire. Je sais que l'école est un sujet qui vous passionne. Pourquoi n'arrive-t-on pas à réformer notre système scolaire? Nous sommes souvent derniers de la classe dans les classements internationaux. La violence pénètre dans les murs des classes. Le harcèlement, le rapport d'élèves-professeurs n'est plus le même. L'État s'est-il désengagé, Georges Coulangevin? On ne peut pas dire que l'État se soit désengagé puisque ce sont quand même toute commune a son école, tout enfant peut être scolarisé, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire ça. Mais il est vrai, et malheureusement, les années passent et on a toujours ce même phénomène. Les années passent et on s'aperçoit que l'école française demeure très élitiste. Et c'est sûr que les écarts entre les enfants en fonction du niveau social de leurs parents, eh bien, ça n'a pas changé. Donc, si vous voulez, on arrive à avoir un système qui scolarise donc la plupart, la grande majorité des enfants, un système qui fait que, grosso modo, le niveau de diplôme s'élève, mais vous avez aussi des pressions que on n'est pas parvenu à résorber les écarts. Et Élitiste, d'ailleurs, dites-vous, élitiste, voilà, quand on voit voilà, aujourd'hui que parce que tout le monde peut avoir son bac et que 80-90% de nos élèves ont un bac très facilement. Est-ce que vous non, mais pensez si vous que voulez, non, mais si vous, l'école de la non, République est aujourd'hui élitiste, vraiment? non, mais si vous regardez bien cette affaire de bac, on avait dit qu'on voudrait que 80% de mes classes d'âge arrivent au bac. Ah, c'est le Et cas, c'est hein. vrai, oui, aujourd'hui c'est C'est le même cas. beaucoup plus. Non, parce que vous avez quand même. Imaginez aujourd'hui, par rapport à un Non, non, certain non, nombre de non, 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 formations, non. Vous avez. le bac de philosophie. Aujourd'hui, vous avez des élèves qui vous disent qu'ils aient zéro ou pas, ils savent ils sont déjà en Parcoursup, ils savent déjà Oui, qu'ils ont une mention.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on a développé le contrôle continu. Non, non, mais si vous prenez quand même une classe d'âge, dans une classe d'âge, vous avez déjà tous ceux qui ne vont pas arriver en terminale et qui vont décrocher avant. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, toute une classe d'âge a le bac. Deuxièmement, quand vous regardez bien les bacs, vous vous rendrez compte que, en fait, vous avez beaucoup de bacs techno, professionnels, etc. Et que par conséquent, le nombre d'enfants des milieux populaires qui ont un bac général, ça n'a pas tellement progressé. Et au contraire, les enfants de cadres qui avaient un bac général il y a un certain nombre d'années continuent massivement à l'avoir. De la même manière pour les facs, vous avez beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui vont à la fac, mais vous avez un certain nombre de facs dont on a le diplôme, mais on peut s'asseoir dessus. Et les filières vraiment élitistes, eh bien, pareil, les enfants des milieux populaires n'y ont pas accès. À part une boîte comme Sciences Po, qui a fait un gros effort pour pouvoir élargir son Tout à fait. recrutement à plus de boursiers et d'enfants des quartiers populaires, la plupart des grandes écoles restent extrêmement élitistes et réservées à des fils de cadres. Donc, et même, nous avons fait aussi chez le défenseur une étude sur justement la discrimination dans l'enseignement supérieur. Et vous vous rendez compte que peut-être au niveau de la licence, ce n'est pas le cas, mais au niveau des grandes écoles, donc, il y a toujours un écrémage considérable. Et même au niveau des masters, eh bien, vous ne pouvez pas faire un master que vous souhaitez. Si vous voulez, au niveau du master, ce sont les profs qui choisissent qui ils admettent dans leur master et surtout qui ils autorisent à redoubler si ça ne s'est pas bien passé. Est-ce que Donc, c'est pour on a, toutes ces raisons, Georges Foulangin, que la France est grande dernière dans les classements internationaux? je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Alors, vous me direz qu'il y a d'autres structures élitistes, hein. En Grande-Bretagne, par exemple, vous avez effectivement des collèges qui sont des collèges extrêmement élitistes aussi. Mais nous, ce qui est bizarre, c'est qu'à la fois, on affirme le principe de l'école pour tous, on affirme le droit à l'éducation de tous les enfants, et en réalité, ce n'est pas totalement le cas. Et par ailleurs, j'ajoute que la différence avec, par exemple, ma génération, c'est que à ma génération, les parents avaient une confiance absolue dans le fait que l'école allait permettre aux gamins de s'en sortir. Et donc, même les parents des milieux très populaires, eh bien, ils estimaient qu'ils avaient une révérence pour les profs et ils étaient prêts à tout faire pour aller dans le sens du prof pour que l'enfant puisse progresser. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les gens ont beaucoup de défiance et par conséquent, on sent bien dans les écoles que le prof n'est plus aussi respecté qu'avant. Et les profs Et eux-mêmes, donc, s'en rendent compte et en souffrent et se démobilisent. et c'est ce qui explique justement ces violences à l'école, ce Tout à fait. harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Alors, les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Moi, Tout à j'ai fait. tendance à dire que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui pour moi, enfin, c'est le retour à la barbarie, quoi. Moi, je n'ai, c'est des C'est la déferlements de haine. décivilisation, comme dirait le président Emmanuel Macron. En tout cas, c'est des déferlements de haine que je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, moi, j'avais un compte Facebook, comme tout le monde. Et puis, il y a des gens qui ont demandé à être votre ami. Bon. Et puis, ils demandent d'être votre ami. Et puis, dès que vous dites quelque chose sur votre Facebook, ils vous injurient. Bah, moi, j'ai de vrais amis, j'ai pas besoin d'avoir des amis sur Facebook, je n'y vais plus. Sur le compte Twitter, c'est pareil. On dit quelque chose comme le ciel est bleu, 10 personnes vous disent d'arrêter de dire des conneries. Je vous dis, mais moi, je j'ai C'est pas pas la besoin de même ce type de, génération, Georges Foulangin, vous le j'ai pas ce type savez. de relation. Et par conséquent, Il y en a même. Vous tapez sur mais mon vous compte savez, Facebook, mais vous savez, vous verrez jamais ma vie privée. Alors qu'il y a même des Facebook où on voit les enfants qui naissent, les anniversaires, etc. Bon, après, oui, mais si vous c'est pas, voulez, le problème ouais, qu'il y a, c'est que, si ouais, vous voulez, moi, justement, moi, à mon âge, et finalement, quand je fais l'expérience quelquefois, après, je me dis, je vais pas. Ma vie, elle est voilà. ailleurs, j'ai mes vrais amis, j'ai pas besoin d'amis virtuels. Mais ce qui est grave, c'est pour les jeunes. Parce que, justement, vous avez des tas de jeunes qui sont piégés dans cette affaire de réseaux sociaux, où ils pensent avoir des amis et où finalement, ils se font insulter, ils se font harceler. Et aujourd'hui, c'est le principal danger finalement pour nos jeunes que d'être sur ces trucs virtuels où la meute peut se déchaîner contre eux. Et par conséquent, si on a un conseil à donner aujourd'hui aux jeunes, c'est les mithridatiser contre ces réseaux sociaux
pour ne pas qu'ils se laissent enfermer dans cette espèce de déferlement de haine que ça autorise. Et Alors moi, je ne comprends pas. Le Parlement européen, justement, d'ici le mois d'août, va annoncer un certain nombre de choses parce qu'ils sont en train de vérifier Instagram, TikTok, etc. Vous pensez qu'il faut durcir, justement, et Ah oui, mettre ces responsables-là devant leurs propres responsabilités ah et oui, éventuellement les interdire? moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'on soit autorisé sur les réseaux sociaux ou sur le net à proférer des insultes, des propos racistes, sexistes, etc., ou homophobes, qu'on n'a pas le droit de proférer dans un journal normal ou à la télévision. Et par conséquent, moi, j'étais d'avis qu'il fallait que sur les réseaux sociaux et sur le net, il y ait les mêmes règles de civilité que dans d'autres expressions écrites ou orales. C'est pour ça que j'avais soutenu la proposition de loi de Laetitia Avia, qui proposait justement qu'on Tout à puisse, fait. que les réseaux, que les opérateurs soient obligés d'enlever de leur page un certain nombre de propos qui étaient tombés sous le coup de la loi. Ça n'a pas été retenu au motif qu'il y avait liberté d'expression, mais moi je continue à dire qu'en France, il n'y a pas de liberté d'expression pour des propos racistes, homophobes ou sexistes. Donc s'il n'y a pas de liberté de dire ça face aux gens ou dans un journal, il n'y a pas de raison de pouvoir le dire sur le net. Et moi, j'appelle effectivement à ce que ces réseaux soient modérés, parce que dans un journal, pourquoi il n'y a pas d'insultes grossières ou de propos racistes ou homophobes? Parce que le directeur de la publication est responsable, il fera Tout à attention. fait. Alors que sur J'en sais le net, quelque chose. n'importe qui dit n'importe quoi et personne n'est responsable. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est malsain parce que ça permet d'exhaler tous les mauvais penchants des gens. Alors, on a évoqué l'Europe lors de cet entretien, mais l'Europe qui est déjà très fortement critiquée, hein, dans l'Hexagone. Mais euh, est-ce une chance, une aubaine pour les Outre-mer, l'Europe, selon vous? Moi, j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé que c'était une chance. Moi, là, je retourne évidemment très régulièrement chez nous, aux Antilles, et je suis toujours un peu triste de voir que des gens, y compris des jeunes, ont tendance à se recroqueviller sur leur île, sur leur village, sur leur quartier, et qu'ils ne soient pas intéressés par le reste. Alors on vous dit toujours, mais chez nous c'est pas pareil, chez nous c'est pas comme ça, parce que nous on est de telle commune et par conséquent chez nous. Non, moi je pense que nous avons beaucoup de chance de pouvoir voir comment ça fonctionne ailleurs, d'y aller. L'Europe, ça nous ouvre sur des tas de pays, de manière de voir les choses différemment. L'Europe, ça a été aussi pour les Outre-mer et notamment les Antilles, une manière de desserrer ce lien qui était peut-être trop étroit entre la France et ses départements, puisque aujourd'hui, justement, on discute avec d'autres régions ultrapériphériques, les décisions sont prises avec des pays qui n'ont pas été le pays colonisateur. Donc, je pense que ça nous amène beaucoup d'air. Et par conséquent, il me semble que d'abord, ça nous a amené aussi beaucoup de possibilités de développement grâce aux fonds européens. Et par conséquent, il me semble que, bon, quand j'étais à l'ANT, j'ai accompagné un certain nombre de jeunes de chez nous qui vont apprendre leur métier dans des hôtels à Londres ou avec des pêcheurs au Portugal. Je pense que c'est une ouverture d'esprit et il me semble que pour nous, c'est plutôt positif. Alors, on arrive au terme bientôt de cette émission, Georges Paul-Langevin. Aimé Césaire est né le 26 juin 2013, 1913 à Basse-Pointe, en Guadeloupe. Et donc, c'est bientôt le 110e anniversaire. À Basse-Pointe, en Martinique. À Basse-Pointe, en Martinique. Je pensais Vous récupérez Basse-Terre. Aimé Césaire? Je pensais Basse-Terre. Je ne vais pas la refaire, vous inquiétez pas. Il est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, en Martinique. Donc, dans quelques jours, c'est le 110e anniversaire de sa naissance. Euh, Vous avez rencontré ce poète, l'écrivain, l'homme politique français, à la fois député, maire, poète, dramaturge, essayiste et biographe. Ah oui, moi j'ai eu la chance effectivement de le rencontrer. Et je dois dire que, il y a toute une différence entre le poète qui a un langage souvent extrêmement rude et l'homme qui était un homme délicieux.
D'ailleurs, il avait un petit cheveu sur la langue là quand il parlait. Vous savez, quand il est décédé, toute la Fort-de-France pleurait, les gens, ça a été extraordinaire, ça a été plusieurs jours d'émotions considérables. Je pense qu'il le méritait parce que c'était un homme qui était profondément humain. Et justement, on parlait de nos jeunes qui peut-être ne sont plus suffisamment intéressés par l'école. Mais en tout cas, je pense qu'il ferait bien de lire Césaire, de relire Césaire, parce que il a pu exprimer avec tellement de force des choses qu'on ressent dans toutes les choses de la vie quotidienne. Il me semble que d'une part, c'est très beau, c'est une belle langue, et de surcroît, il a un regard perçant, vous voyez? Il voit très bien les petites ruses, les moments où on n'est pas à la hauteur, etc. C'est formidable. Donc, s'il y a un conseil à donner à vos auditeurs, relisez Césaire. Georges Langevin, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes Merci à vous. ancienne ministre des Outre-mer et actuelle adjointe à la défenseur des droits. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité.